Alors, ce matin, nous avons parlé de bonnes pratiques d'e-santé selon une approche territoriale. On a partagé un grand nombre de bonnes pratiques en prenant la dimension de coopération sur le territoire dans le viseur. C'était notre Zoom. Cet après-midi, on va prendre les choses un peu différemment. On va traiter d'applications dans le domaine de la chirurgie, au bloc opératoire, et puis dans le domaine de la prévention. Ce sont toujours des bonnes pratiques, mais cette fois-ci, on s'intéresse plutôt à des disciplines ou des domaines d'application ciblés. Alors, le bloc opératoire d'un centre hospitalier, ça reste un département un petit peu secret, un petit peu qui travaille un peu centré sur lui-même dans beaucoup d'établissements. Ici, on entend parler d'innovation au bloc opératoire. On a donc plutôt des images d'innovation en termes de robotique, de matériel chirurgical, d'innovation un petit peu de cet ordre-là. Et on parle un petit peu moins du bloc opératoire du futur. On parle un petit peu moins d'innovation numérique, de coopération donc avec les autres départements. Alors, nous, on s'est intéressé à ce sujet-là, en collaboration avec la société Richard Wolf. Ce matin, on a parlé des plaies cicatrisation et du collectif qui avait été monté sur ce sujet. On a donc monté un autre collectif sur le bloc opératoire du futur et on a travaillé avec des acteurs pluridisciplinaires sur ce sujet-là. Ils ont partagé leurs bonnes pratiques, mais surtout, pour le coup, leurs constats, leur vision pour le bloc de demain. Alors, on va commencer par entendre un témoignage du CHU de Rennes sur une application. On entendra tout à l'heure par une vidéo, un témoignage vidéo du CHU de Rennes sur de l'innovation au bloc opératoire. Et puis ensuite, on ira sur Tizi Ouzou. On a vu ce matin l'hôpital Mahmoudi. On a parlé de sa démarche d'innovation. Et dans les progrès qui ont été accomplis cette année, il y a le déploiement du DPI dans plusieurs services et au bloc opératoire avec des petites spécificités qu'on verra tout à l'heure et ils pourront nous partager leur retour d'expérience. Avant d'entendre ces témoignages opérationnels, je vous propose qu'on échange avec Fanny Guillerivol. Est-ce que tu nous entends, Fanny ? Oui, je vous entends très bien. Alors voilà, on va te voir apparaître à l'écran. Donc Fanny, tu es responsable de projet au sein du CATEL et tu as travaillé au sein de ce collectif sur le bloc opératoire du futur. Est-ce que tu peux expliquer pour tout le monde ici la façon dont on a constitué ce collectif et puis son objectif et puis ce qu'il a produit ? Oui. L'objectif était de réunir des professionnels de santé qui étaient pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas seulement concentré sur des chirurgiens qui utilisent le bloc, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs autres professionnels qui ont accès au bloc et qui l'utilisent. Donc on a réuni, par exemple, il y avait aussi Jérôme Boyer, qui est ingénieur biomédical au CHU de Dijon. Il y avait également Sébastien Gasque, directeur chargé du projet appui au GHT du GIP RESA, mais également Pierrick Martin, directeur adjoint des services numériques au CHU de Nantes, etc. On a essayé d'avoir du coup une vision globale du bloc opératoire. Les objectifs étaient d'identifier les apports de la télémédecine et de la e-santé en chirurgie, ce qui pouvait être fait pour le bloc opératoire, voir quels étaient les freins actuels aux pratiques et au développement de ces nouvelles pratiques, et puis en tirer des visions et des recommandations pour avoir un bloc opératoire de demain centré sur l'innovation, sur le numérique. Donc ce qui en a résulté, c'est un position paper qui partage cette réflexion collective qu'on a menée ensemble au travers de réunions. Et alors, quelles sont les spécificités qui ont émergé en rapport avec ce bloc opératoire dans le domaine, voilà, comment est-ce que ce bloc opératoire est particulier dans ces modes d'innovation ? Ce qui est particulier avec le bloc opératoire, c'est qu'il est très isolé au sein de l'hôpital des autres services. Il y a un besoin d'anticiper
pour créer des nouvelles structures, parce qu'il faut savoir qu'il va y avoir une maintenance qui sera faite des systèmes d'information. Donc il faut penser le bloc opératoire comme étant disponible pour pouvoir garder un accès à ces maintenances, pouvoir faire évoluer les structures. Il faut savoir que on parle beaucoup de pratiques, de processus qui sont propres à chaque bloc opératoire. Donc c'est essayer d'évoluer vers des processus qui soient standardisés. Donc il faut essayer la spécificité, c'est qu'il est très cloisonné et il faut réussir à ouvrir le bloc opératoire vers les autres services. Et alors, quelles visions ont émergé? Vision pour ce bloc du futur. Pour le bloc du futur, ce qui a émergé, c'est avoir un bloc opératoire qui soit ouvert, qui puisse permettre une coopération médicale déjà du bloc avec les autres services, mais aussi avec d'autres blocs opératoires, avec d'autres services qui soient externes au premier établissement, on va dire. C'est parler d'outils, partager les informations avec le DPI, dossier patient informatisé, avec le PACS. C'est parler sécurité, parce que quand il y a partage d'informations d'un service à un autre, mais d'un établissement à un autre, il faut savoir garder des informations qui soient sécurisées, qu'on ne puisse pas, que n'importe qui ne puisse pas avoir accès à ces données. On a beaucoup parlé de formation aussi pour améliorer la courbe d'apprentissage, notamment des jeunes chirurgiens, mais pour maintenir les pratiques de chirurgie, par exemple en endoscopie, à un niveau d'innovation qui soit actuel, pour partager les nouvelles pratiques qui sont faites et pouvoir améliorer la formation qui peut être faite entre professionnels. C'est penser le bloc opératoire de manière ouverte sur les autres services. Alors, donc, cette note de position avait pour objet de formuler des recommandations. Quelles ont été ces recommandations au final? Les recommandations, c'était de réfléchir sur plusieurs aspects. Notamment pour les outils, c'est penser d'abord aux besoins médicaux et ensuite réfléchir à la solution qui permettra d'y répondre. C'est au niveau des financements, repenser les financements actuels, pourquoi pas mettre en place un forfait formation ou mettre en place des conventions pour rémunérer ce temps passé. Faire appel aussi aux droits communs pour ce qui concerne la téléconsultation et la téléexpertise. C'est repenser du coup comme j'en ai déjà parlé, les formations des nouveaux chirurgiens et puis des chirurgiens en formation continue. C'est essayer de travailler sur des standards au niveau des données. C'est les grandes recommandations faites dans ce position paper. C'est vrai qu'une des spécificités du bloc, je crois, c'est cette quantité d'outils qui sont utilisés dans un même lieu. C'est quelque chose qui avait été relevé, ça? Oui, il y a énormément d'outils utilisés. Certains ne communiquent pas forcément entre eux, donc il faut travailler sur cette interopérabilité. Et puis, il faut essayer de standardiser au maximum et de garder, par exemple, une des recommandations, c'était de travailler sur un identifiant unique du patient, qu'on puisse le suivre d'outil en outil, si on peut dire, pour que les informations soient bien tracées dans son dossier, dans toutes les opérations et autres actes qu'il va avoir lors de son séjour à l'hôpital. Je crois qu'il y avait aussi autour des outils la notion d'hygiène.
Oui, c'est très compliqué. Il faut maintenir un niveau d'hygiène très élevé dans un bloc opératoire. Donc pour ça, il faut que les outils puissent être stérilisés. Il faut garantir un niveau très élevé de sécurité au niveau hygiène, etc. Donc c'est pas évident de trouver des outils comme ça sur le marché. C'est pas évident non plus d'en parler, de se lancer, on va dire, en pionnier là-dedans. Et c'est vrai qu'actuellement, par exemple dans les centrales d'achat, il n'y a pas forcément ce genre d'outils qui sont référencés. Donc c'est vrai que faut voilà, c'est tout un écosystème à faire évoluer pour qu'on puisse développer ces pratiques. Alors en termes de prochaines étapes, de dynamique du collectif, est-ce que tu veux dire un mot ? Ce qui avait été évoqué, c'est pourquoi pas se pencher sur l'élaboration d'un guide des bonnes pratiques justement dans le bloc opératoire qui serait innovant, qui serait centré sur le numérique. Donc on garde cette idée et on verra pour peut-être réunir ce collectif une nouvelle fois autour de ça. Voilà, donc je renforce le message qui a été donné ce matin par rapport à cette dimension de collectif. On est vraiment ouvert à toutes les bonnes volontés. Si vous êtes intéressé par ce sujet-là, que vous avez des solutions qui pourraient être adaptées pour le bloc opératoire, on voit parfois des outils qui sont utilisés dans d'autres services pourraient être utilisés au bloc, mais ne le sont pas forcément. Ou alors vous êtes vous-même chirurgien et vous aimeriez développer des pratiques au sein de votre hôpital, mais ça ne fonctionne pas, ou vous ne savez pas ce qui existe ailleurs. Venez, prenez contact avec nous, parce que l'idée c'est que nous, on peut continuer à animer ce collectif, créer vraiment une dynamique de partage de bonnes pratiques et aussi d'actions qui vont faire avancer ce domaine-là, puisqu'on voit que là, il s'agit d'un domaine vraiment émergent, comme le sont d'autres. On a évoqué ce matin la maternité, l'obstétrique, la pharmacie, l'alimentation, la nutrition. Il y a vraiment des sujets sur lesquels on travaille finalement assez peu dans le domaine de la santé ou de la télémédecine, ou en tout cas dont on entend moins parler. Donc venez nous voir pour développer des actions dans ce domaine-là. On est vraiment à votre écoute. Alors justement, Monsieur Bertolino, vous avez voulu soutenir cette action collective. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Quelles sont vos activités ? Quel était votre intérêt Alors, merci tout d'abord pour cette journée. Bonjour à toutes les personnes. Bonjour à Fanny. Qui a soutenu cette action. Bonjour Stéphane. Bonjour. Tout d'abord, il faut préciser que Richard Wolf est l'un des principaux acteurs mondiaux en endoscopie et en vidéochirurgie. Il se passe aujourd'hui, c'est qu'en qualité d'industriel et d'acteur de bloc, on se doit, je pense, toute entreprise, toute organisation doit comprendre et anticiper les attentes et les besoins d'aujourd'hui et surtout de demain. On est dans un monde qui va de plus en plus vite et je crois qu'on se doit de s'adapter rapidement à ces grosses mutations auxquelles on fait face, et je pense que la journée d'aujourd'hui c'est aussi peut-être expliquer des mutations qui sont en cours. Dominique Pont en a parlé tout à l'heure. On est vraiment dans une mutation sociétale, économique, organisationnelle. Je pense que le mot organisationnel me semble très très important. Je crois aussi sur un deuxième point que le secteur de la santé va de toute façon devoir relever les défis de la mutation, le nombre croissant en fait, le vieillissement, les besoins de soins, la démographie médicale, et je crois surtout qu'on arrive sur des gestes cliniques qui sont de plus en plus techniques. Et donc qui dit gestes cliniques de plus en plus techniques, on parle de GHT, on parle d'hôpitaux support, on parle d'hôpitaux parties. Ça sous-entend que l'expertise, les gros plateaux techniques sont sur des hôpitaux principaux et on ne pourra pas traiter tout le monde sur des hôpitaux principaux. Ça sous-entend que la télémédecine, nous en tous les cas on s'est inscrit dans ce périmètre-là, c'est peut-être de pouvoir apporter un support, une télé-expertise pour un geste qui pourrait être demain délégation de tâches, soit entre médecins, on en parlera tout à l'heure, soit éventuellement vers des infirmières. Et puis le troisième point, je crois que travailler et soutenir l'action du CATEL était une opportunité de bénéficier de cette expertise et de cette pluridisciplinarité, parce que ce qui ressort après cette note de position, c'est qu'au final, on a une solution qui a été pensée pour un besoin qui est notre cœur de métier aujourd'hui, mais on s'aperçoit qu'en fait, elle peut répondre et couvrir quasiment toutes les spécialités.
Alors justement, dans le cadre du développement de cette activité, donc vous avez travaillé avec le CHU de Rennes. On va voir là en vidéo donc comment ça se passe concrètement au bloc. On va voir le professeur Sébastien Vissando, qui est spécialiste en chirurgie prostatique au CHU de Rennes et qui là va réaliser une télé-expertise avec Lucas Freton qui est assistant en urologie. Il est basé où lui ? Alors ils sont sur le GHT en fait de Rennes, et donc là aujourd'hui ils sont en train de mettre en place progressivement aussi cette organisation-là. Voilà. Là, alors c'est une vidéo qui est un petit peu plus longue que celle qu'on a vue ce matin. C'est volontairement. Voilà, on est en situation pendant 5 minutes. Voilà, c'est parti. Dans les établissements de santé, de nouveaux usages se développent. Pour y répondre, les colonnes vidéo doivent passer un nouveau cap, celui de l'interconnectivité. Les informations doivent pouvoir circuler, c'est le cas notamment lors de cette intervention en urologie. Durant l'opération, avec Cornova de Richard Wolf, toutes les images sont enregistrées au fur et à mesure dans le PACS. Une démarche simple, possible directement depuis le DPI, avec le nom du patient. Tous les examens sont alors consultables et les possibilités vont bien au-delà. Ici, l'assistant est confronté à une interprétation délicate. Il va demander un avis à un chirurgien expérimenté situé dans un autre établissement du GHT. Sébastien, est-ce que tu m'entends ? Oui, ok, j'ai ton image. Très bien. Tu vas passer en fluorescence. Voilà, parfait. Je me posais la question de savoir, ici c'est vraiment, ça marque hyper bien et je veux savoir est-ce qu'il faut que j'enlève tout ça ou pas. Bon, ça vraiment, ça a l'allure d'un faux positif de fluorescence, donc ne t'inquiète pas de ça, tu finis ton geste de résection. Ça, c'est pas dangereux et tu n'as pas à le prélever. Ok, du coup, on est à jour frisant et c'est vrai. Ok, ça marche. Merci Sébastien. Pour l'expert comme pour l'interne, cet échange d'images répond à de réels besoins. L'intérêt, c'est qu'on peut lui montrer les images en temps réel et de ne pas perdre de temps dans la prise en charge du patient parce qu'on va faire un geste qui va être idéal, qui va être par exemple complet, et puis si vraiment on a des questions, on n'aura pas à y retourner si on doit faire un geste en une fois, autant le faire en une fois, c'est d'autant mieux pour le patient. Ça permet d'avoir l'avis d'un expert vraiment à distance, comme on peut l'avoir par exemple au CHU. Quand nous on est assistant, chef de clinique, au CHU parfois on demande l'avis de nos experts, nos expérimentés qui viennent nous donner leur avis en salle. En périphérie, c'est pas forcément le cas, et dans ces cas-là, cette technologie peut nous permettre d'avoir l'avis comme au CHU et de traiter les patients en périphérie comme au CHU. L'intérêt principal, c'est que jusqu'à présent, pour le compagnonnage chirurgical, qui est la base de la formation des nouveaux chirurgiens, jusqu'à présent, c'était aux chirurgiens de se déplacer pour aller voir quel était le problème. L'intérêt, c'est qu'avec le développement de techniques endoscopiques ou vidéo en général, avec la cystoscopie ou la robotique, il est beaucoup plus simple de transférer l'image. Alors jusqu'à présent, transférer l'image, justement, c'était pas simple. Et c'est l'apport de ces outils-là, c'est que transférer l'image devient extrêmement simple et donc consultable de partout, où qu'on soit au travail dans l'hôpital, et de donner un avis immédiat, sans s'interrompre. Bonjour monsieur. Même fluidité durant les consultations. À partir du nom du patient, les images sont envoyées directement dans le PACS et dans le dossier patient. En cas de doute, les internes peuvent se mettre en relation pour obtenir un avis. Dis-moi, est-ce que tu pourrais te connecter sur le dossier de monsieur. J'ai une image un petit peu particulière, je voudrais bien que tu jettes un œil. Je me mets sur le dossier de ton patient. Donc tu as enregistré des photos, d'accord. Ok, tu les as transférées. Donc j'y ai accès, pas de souci. Et les voilà. Ok. Le spécialiste récupère les images dans le PACS et peut formuler son avis. Ok, ça marche bien. Merci de ton avis. Merci. On ne laisse pas le patient dans l'attente en lui disant écoutez monsieur, je reviens dans 10 minutes, 15 minutes, je vais demander un avis sans que le senior ne voit les images. Là au moins le senior voit tout de suite les images et nous donne tout de suite son diagnostic. Et les échanges de savoir ne s'arrêtent pas là, la transmission se fait également vers les professionnels en formation.
Bonjour à tous, bienvenue à cette e-formation sur l'énucléation endoscopique de prostate. Un geste très technique pour lequel les conseils prodigués par un expert s'avèrent particulièrement utiles. Le bon réflexe, si on est mis en difficulté, c'est de contourner l'obstacle et de reprendre un accès plus antérieur pour pouvoir accéder sur cette zone difficile avec une perspective différente. On est très sollicité pour des formations dans des centres qui essaient de développer des technologies innovantes. Déplacer tout le monde, c'est compliqué. Former les internes ou les assistants de toute la région, c'est pas simple non plus. Et jusqu'à présent, quand on voulait faire de la formation à distance, on avait besoin de toute une équipe, toute une organisation. Et ce que permet ce système, c'est en 3 clics et en étant totalement autonome, de mettre en place ces formations sans difficulté. Voilà, alors du coup on a eu un témoignage complet en vidéo sans déranger Monsieur Vissando. Est-ce que vous pouvez nous dire quels enseignements vous retirez de ce déploiement au CHU de Rennes et puis les bonnes pratiques du coup qui en découlent pour les autres centres qui voudraient faire de même? Voilà. Juste avant, je voudrais quand même remercier Oncle Catel pour la note de position. Je voudrais aussi remercier Charles Cardine et le magazine SIH parce que ils nous ont aussi aidés avec l'ensemble des équipes à faire ce reportage-là et ça permet aussi d'avoir ce rendu. Donc il faut quand même que les remerciements soient donnés. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a démarré là une partie de notre équipe aussi qui est ici. Ça fait 3 ans qu'on a démarré ce travail. Et en fait, ce que je constate, c'est qu'on emploie des termes. Alors, on en parlait ce matin aussi. On emploie des termes streaming, worklist, DICOM, PACS, mais en fait ça reste des termes techniques. Et en fait on s'est aperçu que tout le monde comprenait ce qu'on disait, mais on n'arrivait pas à mettre qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire. Et ce reportage aujourd'hui, il met des usages concrets, il met en fait une technologie au service en fait d'une organisation. Moi, je crois que sur un deuxième point, ce que je tire comme enseignement et ce que nous tirons aussi tous ensemble, c'est qu'en fait, on parle tout le temps d'innovation technologique. Je me rappelle d'une présentation de Pierre Traîneau à la FIB, à l'ouverture de la FIB il y a 2 ans, avec une piscine olympique remplie de technologie. Il y avait plein de mots techno et on ne savait pas ce que ça voulait dire. Et j'ai beaucoup aimé cette image, je m'en inspire souvent. Et moi, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, il faut plutôt parler d'innovation organisationnelle. Innovation organisationnelle, c'est-à-dire en fait mettre au service de l'amélioration d'un soin, d'un process, enfin, que sais-je, des outils technologiques en face sécurisés et en phase avec les attentes de confidentialité et tout, et autres. Donc grosso modo dans les usages, on a parlé par exemple de formation. La formation aujourd'hui dans la réalité et dans les blocs, qu'est-ce qui se passe? On a souvent par exemple un chirurgien urologue qui opère, on est sur une procédure de chirurgie urologique féminine, il a peut-être ne serait-ce qu'à l'intérieur de l'établissement, besoin de l'avis d'un confrère gynécologue. Ça, c'est la vie de tous les jours. Alors, ils descendent, ils s'habillent, ils vont en salle. Là, déjà, ça résout un sujet. Et puis ensuite, je pense qu'effectivement, avec la mise en place des GHT, ça va prendre tout son sens, ça, parce qu'on ne pourra plus forcément descendre et pouvoir changer, pouvoir aller donner un avis. Le DPC, nous, on a fait une modélisation économique sur le DPC. Aujourd'hui, le DPC, c'est former des professionnels de santé. Qui mieux que des médecins et des chirurgiens ou des infirmiers ou des cadres de santé pour former d'autres professionnels de santé. Là, on met en fait un outil directement présent dans des blocs opératoires ou dans des services parce qu'on a vu qu'on gérait les blocs opératoires, mais on gère aussi les consultations. Donc, on sort aussi des frontières du bloc opératoire. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut peut-être utiliser ce contenu-là pour pouvoir demain faire des formations de DPC, par exemple, en mode synchrone et pas asynchrone. La question de la courbe d'apprentissage qui était revenue, donc il fallait accélérer le moment où la personne qui se forme devient autonome, et sont vraiment des outils qui permettent d'accélérer les choses. On ne remplacera pas le fait que de toute façon, nous on travaille sur beaucoup de technologies innovantes, donc en urologie, sur la chirurgie du rachis aussi, on a une technologie exclusive pour la chirurgie micro-invasive, donc avec très très peu de douleur. On n'évitera pas le fait qu'un chirurgien doive se déplacer ou aller se rendre auprès d'un leader d'opinion ou de quelqu'un qui maîtrise cette technique. Par contre, après, effectivement, la e-formation et la e-santé, elle peut s'inscrire dans le cadre d'un suivi, donner un avis à distance, etc. Là, je pense que ça prendra vraiment tout son sens. Merci en tout cas de ce bon témoignage du coup opérationnel.
Pour extrapoler un petit peu en préparant cette interview, vous avez insisté sur, et vous l'avez fait à nouveau tout à l'heure, sur l'idée que ces solutions sont facilement utilisables pour d'autres applications médicales. Et c'est un thème qui est apparu plusieurs fois ce matin également. Ça permet là de décloisonner les pratiques médicales. Est-ce que vous avez des chantiers en cours? Comment vous pouvez détailler un petit peu cette vision? Alors en fait, le point de départ, moi j'étais intervenu l'année dernière sur le CATEL 2018, on avait parlé en fait de la notion de pouvoir, on n'a pas réinventé les outils de streaming, de DICOM, tout ça, ce sont des outils, des choses qui existent déjà. Je pense que c'était simplement la façon de le faire et surtout le niveau de sécurité qu'on y mettait. Donc les idées qu'on a aujourd'hui, c'est que la solution, elle peut couvrir la globalité d'un établissement, c'est-à-dire que c'est un serveur virtualisé qui est CE médical, qui est RGPD, enfin qui a toutes les certifications nécessaires. Et donc ce qu'on a vu là en urologie, on peut le déployer sur quasiment toutes les autres spécialités, puisque c'est pas une solution fermée Wolf. Nous, on est un acteur d'endoscopie, on vend des colonnes de vidéochirurgie qu'on peut rendre connectées, mais notre système, il est prévu aussi pour connecter des équipements de la concurrence, mais aussi d'autres équipements vidéo. C'est pour ça que je dis qu'en fait, on a une solution qui peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Moi, je pense que mon idée aujourd'hui, on a un chantier, une réflexion, on a plusieurs pistes. Le premier, c'est le service des urgences. Je crois beaucoup, parce que dans une vie antérieure, je travaillais beaucoup avec des urgentistes et avec des anesthésistes, et je crois foncièrement qu'on pourrait peut-être imaginer de positionner un équipement endoscopique demain dans un établissement parti, en lien avec le SAMU, avec les urgentistes, enfin j'en sais rien. Ça, c'est pas nous qui allons créer ça, c'est les médecins qui vont créer leur... Nous, on est là que pour accompagner. À chaque fois, je dis, il faut qu'il y ait un projet médical. D'ailleurs, on en a parlé ce matin. Il faut qu'il y ait un projet médical. Nous, on est là que pour l'accompagner. On n'est pas là pour expliquer comment ça va se passer. Il faut qu'il soit créatif. Exactement. C'est les consignes qui ont été passées ce matin, de rester créatif dans les services. Moi, je pense donc aux urgences. Alors, on a aussi identifié des pistes au niveau peut-être, alors c'est à confirmer, mais de l'anesthésie, sur de l'enregistrement sur des séquences précises lors de l'induction ou autre, mais c'est à valider encore parce qu'on n'est pas encore allé là, mais en fait c'est un chantier qu'on a ouvert. Je pense aux consultations mutualisées à distance parce que on parle d'endoscopie demain, il y a un geste chirurgical qui peut se faire sur un hôpital au bloc opératoire, mais on peut aussi avoir des examens post-opératoires, des cystoscopies, parce que ça c'est notre cœur de métier, ou des examens ORL, et ça on peut peut-être l'imaginer avec des consultations mutualisées à distance, avec un petit équipement endoscopique connecté qui peut envoyer des images dans le PACS, qui peut faire tout ce type d'usage. Voilà. Et puis peut-être une réflexion plus lointaine, mais bon voilà, c'est une piste et c'est pas du tout un chantier ouvert, mais peut-être vers la cardiologie et en complément de solutions existantes. J'avais rencontré le professeur Giroux l'année dernière qui m'avait montré son très beau projet. C'est quand même une belle réussite. On a vu tout à l'heure en fait le médecin qui était à distance, donc qui pouvait surveiller les données monitoring à distance. Pourquoi pas demain mettre un système comme ça où on pourrait carrément faire une écho ou une image endoscopique en plus de la caméra et la faire directement in situ pour peut-être gagner du temps. Mais ça sera encore à eux de nous le dire, quoi. Alors justement, j'ai une dernière question avant de partir sur Tizi Ouzou, puisque justement sur cet aspect d'outils transversal, il y en a un qui est évident, c'est le DPI, et on va en revenir dessus tout à l'heure. Mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement des prochaines étapes du déploiement, alors de la solution existante, et en rapport avec ce que vous venez de dire aussi, quels sont peut-être vos besoins pour développer ces nouvelles pistes que vous avez citées à l'instant? Moi, je crois que là, on vient de faire un beau succès à Lille, puisque le centre de lutte contre le cancer, Oscar Lambret, nous a fait confiance et s'est équipé de cette solution, est allé sur des équipements mobiles et fixes, donc c'est en cours de déploiement aussi. Il faut que les praticiens et les infirmières prennent en main le système. Moi, je crois qu'on est en cours sur de nombreux essais transversaux. Là, on a une réflexion sur un très gros centre. On était en réunion la semaine dernière, une espèce de réflexion collective urgentiste, anesthésiste, chirurgien. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de voir. Alors, c'est encore embryonnaire. Moi, je crois tout simplement qu'il faut, comme dans toute mutation ou dans tout changement, il faut qu'il y ait souvent 2, 3, 4 personnes qui vont porter un projet, qui vont vouloir s'y investir. Et je pense que souvent, quand on voit que ça marche, d'autres vont venir se greffer dessus. Donc je pense qu'il faut que dans chaque projet, on peut partir d'un projet au bloc ou en consultation en urologie, et après, demain, on peut aller sur toutes les autres spécialités.
Ce que vous venez de dire me fait penser à un échange de préparation que j'ai eu de quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui, mais une directrice de centre hospitalier qui me disait nous on incite, et c'est en lien avec cette histoire de créativité, on incite les professionnels de santé à être créatifs en interne et on a accompagné cette dynamique d'innovation en interne avec des espaces qui étaient prévus pour qu'ils puissent travailler en équipe sur le montage de projets innovants avec vraiment une dynamique d'accompagnement en interne de l'innovation, et ça c'est sans doute peut-être une bonne pratique. Mais je pense que même dans nos organisations et dans nos entreprises, je crois que le métier de chacun est en train de changer, d'évoluer, même dans nos équipes aussi, même moi, enfin tout le monde est en train de vivre, et les équipes soignantes, elles sont aussi là, il y a des pratiques médicales, on est des patients, on est des citoyens, on est industriels, mais on est aussi des patients et des citoyens, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut prendre cette mutation, elle n'est pas simple. Non, elle n'est pas simple. Personne. Elle est simple dans nulle part, et peut-être que le bloc opératoire avec ses spécificités, c'est encore une autre façon d'aborder les choses. Et on va justement aller sur Tizi Ouzou maintenant. Alors à Tizi Ouzou, on avait parlé l'an dernier de cette dynamique d'innovation, donc de l'hôpital Mahmoudi. Alors, c'est en Algérie. Alors, cette année, on a constaté des progrès opérationnels qui ont été mis en place, et notamment le déploiement du DPI, et particulièrement au sein justement du bloc opératoire de chirurgie. Alors, on va aller voir avec les équipes comment ça a été vécu sur place et comment ça s'est déployé. Alors, je vais d'abord donner la parole à Monsieur Aït Ouakli. Monsieur Aït Ouakli, vous êtes ingénieur en informatique à l'hôpital, et c'est donc vous qui avez été en charge du déploiement de ce DPI. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quel contexte est arrivé le déploiement de ce DPI au bloc, et puis son stade de développement aujourd'hui? Oui, alors il faut savoir qu'en Algérie, le DPI n'est pas vraiment beaucoup utilisé, mais il y a une loi sanitaire qui a été promulguée en 2018 qui permet la contractualisation entre les établissements de santé privés et publics avec les organismes de santé, de sécurité sociale et d'assurance. Et la loi exige des établissements qu'ils aient un DPI. Donc on peut dire qu'il y a un élan national vers l'informatisation dans la santé. Malheureusement, on n'a pas pu développer en interne le DPI, puisque c'est un système d'information extrêmement vaste et complexe. Donc on s'est plutôt dirigé vers le prestataire externe. Donc on a mis à peu près une année pour le choix du prestataire. On a mis à peu près 2 ans pour le déployer dans une bonne partie de notre hôpital. Le déploiement est toujours en cours. Donc le DPI est utilisé en hospitalisation, en radiologie, en consultation. Donc il est beaucoup fonctionnel. Donc 4 salles opératoires, donc 2 blocs opératoires avec 4 salles. Et le temps ATIC peut confirmer, il est déployé à 100%. Donc maintenant, il est utilisé à 100%. Pour le paramétrage, il a pris à peu près, au niveau du bloc opératoire, donc il a pris à peu près 1 mois avec les tests. Et l'accompagnement, il s'est fait, il a mis à peu près 2 mois. On a accompagné le déploiement de 2 mois au bloc opératoire. Donc, on a arrêté le dossier papier au bloc opératoire donc en fin juillet. On utilise uniquement le DPI au bloc opératoire. On va le déployer aussi au niveau de la chirurgie cardiaque. Donc, c'est un nouveau service qui va commencer directement avec le dossier patient informatisé. Voilà, et puis il y a d'autres services, je crois, qui interviendront dans une autre phase, radiothérapie, anatomopathologie notamment. Merci de votre témoignage. Monsieur Aït Aïssa, alors vous êtes neurochirurgien. Comment vous avez accueilli ce projet? Comment vous avez vécu cette transition? Donc, bonsoir à tous. Donc nous avons accueilli, comme chirurgien, nous avons accueilli comme étant une bonne expérience. Vu que moi personnellement j'ai une certaine expérience dans l'informatique, c'est immédiatement inhérent à la maîtrise de l'outil informatique. C'est vrai qu'au début, ça nous fait à peu près une année depuis qu'on utilise le dossier informatisé. Certaines réticences et certaines réserves ont été émises par nos
elles sont dues à la non-maîtrise de l'outil informatique. Mais ça, c'était vite dissipé grâce à l'accompagnement d'une équipe d'informaticiens qui sont disponibles pour peu qu'on les appelle, et ils dissipent ces difficultés. Donc j'insiste sur donc la présence d'une phase de rodage avant de passer donc à la maîtrise de cet outil, qui est maintenant un outil utilisé dans tous les services, hospitalisation, bloc opératoire et en consultation. Donc c'est plutôt une bonne expérience. Oui, vous avez dit que vous étiez content finalement de ce que ça a pu apporter. Vous avez même dit on aurait dû le faire plus tôt. Vous en aviez parlé au directeur de l'hôpital, donc c'est plutôt positif au final. Donc Monsieur Aïtou Akli, le DPI n'a pas été déployé d'emblée au bloc opératoire. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? Et puis justement revenir sur ces questions de spécificité du bloc opératoire pour le déploiement du DPI. Oui, il y a une suite logique au déploiement d'un DPI, puisque si on arrivait au bloc, ces données radiologiques, de consultation, de biologie aussi doivent être disponibles pour le personnel, les professionnels qui se bloquent. Donc, il a fallu développer le DPI dans les autres services pour que le patient ait un dossier complet une fois arrivé au bloc opératoire. Donc voilà, c'est la suite logique des choses, c'est l'aboutissement. Le bloc opératoire, c'est en fait l'aboutissement du déploiement du DPI. Alors pour ce qui est de la spécificité technique, il y a certaines difficultés qui sont inhérentes au bloc. Il y a plus de paramètres à prendre en compte. C'est aussi très protocolaire. Il y a un certain besoin de formaliser les aspects du bloc opératoire. Je donne un exemple. Par exemple, avant de commencer une opération, le chef du bloc a une checklist de vérification à remplir avant d'ouvrir la salle. Donc cette checklist-là doit être renseignée dans les systèmes d'information et elle peut lier aussi au dossier du patient. Donc il a fallu... Attention, micro, juste. Mettez bien votre micro. Donc il a fallu adapter le système d'information, donc le DPI aussi à cet aspect-là. Pour ce qui est de l'accompagnement des professionnels du service, alors il y a eu une certaine réticence parce que l'utilisation de l'outil informatique n'est pas... on n'a pas l'habitude d'utiliser l'outil informatique, spécialement pour les personnels de santé, donc on n'utilise pas beaucoup. Donc il y a eu une certaine réticence, mais c'est qu'on a accompagné les gens, on a insisté sur l'utilité des pays, donc ils ont vu l'utilité, donc c'est une motivation pour qu'ils l'utilisent plus. Il y a aussi la difficulté d'accès au bloc. À chaque fois quand le personnel technique devait rentrer au bloc pour accompagner le personnel et pour aussi résoudre des problèmes. Donc, à chaque fois, il faut mettre la tenue, donc c'est un petit peu compliqué, quoi. Alors, Monsieur Aïssa, aujourd'hui, ça fait 9 mois que vous utilisez, après cette phase de rodage, une coexistence un peu du papier pendant 3 mois, etc. Bon, maintenant, ça fait 9 mois que vous l'utilisez. Qu'est-ce que ça a fait, qu'est-ce que ça a changé en termes de la collaboration entre les différents membres de l'équipe, alors au bloc, et puis aussi de la communication avec les autres départements, puisqu'on a dit tout à l'heure que le bloc avait parfois la tendance de travailler un petit peu en vase clos. Gérer le bloc opératoire, étant chirurgien dans un bloc opératoire et utiliser le dossier informatique, c'est encore une bonne expérience. Si j'ai à donner un exemple, bien entendu, le patient, avant qu'il ne parte au bloc opératoire, ces données, elles sont connues. C'est un patient qui est déjà vu en consultation où l'indication opératoire a été posée. Mais néanmoins, il y a une spécificité quand on est au bloc opératoire. C'est un accès immédiat aux données informatisées, notamment aux PACS, et aux données cliniques qui sont déjà initialement enregistrées dans le dossier patient informatisé. Il y a encore les données biologiques. Soit le réanimateur, il a des vérifications d'usage, donc il fait appel donc au dossier informatique. À l'admission du patient au bloc opératoire, donc il y a
il y a une checklist qu'il faut observer. Donc, c'est un outil qui facilite le remplissage de cette checklist. Il y a les données d'anesthésie aussi qui sont enregistrées de façon instantanée pendant le cours de cette chirurgie. Il y a les données préliminaires du pôle opératoire et éventuellement, s'il y a un fait saillant, il est immédiatement enregistré de façon instantanée. Voilà, donc dans le cadre de l'utilisation de ce dossier informatisé, il y a aussi la planification opératoire. Donc, c'est une donnée qu'on observe juste après avoir posé l'indication opératoire. On met le patient dans une liste d'attente, enfin, on peut l'appeler comme ça, qu'on appelle la planification opératoire. Bon, puis je ne sais pas si c'est pareil en Algérie qu'en France, mais j'ai entendu dire que dans le DPI, on arrivait mieux à lire ce qui était écrit aussi. Parce qu'en France, les médecins écrivent très mal. Je ne sais pas si c'est pareil en Algérie. Ouais. Ah, on n'avait pas d'avis, hein. Vous n'avez pas dit. Hein. Bon. Très bien, oui, donc on avait noté cette idée que ça change un peu les habitudes et que par l'outil, on est obligé aussi d'améliorer parfois les méthodes et puis les process. Voilà, les méthodes aussi évoluaient avec l'outil, donc ça c'est intéressant à relever. Vous vouliez porter une précision ? Si je fais le parallèle entre le reportage et puis ce témoignage, donc en fait ils ont accès au contexte patient. Le problème majeur souvent c'est l'interopérabilité puisque les équipements communiquent mal. Dans le cas d'espèce, on pourrait imaginer, nous en fait là, si on était déployé là-bas, on pourrait enregistrer dans le PACS ou dans d'autres pour vraiment avoir la traçabilité complète depuis la consultation, sans se poser de questions, de se dire est-ce que c'est compatible ou pas, quoi. Vous voulez réagir, Amazir ? Oui, il a parlé du DICOM tout à l'heure, donc il y a une interopérabilité entre tous les services. Donc, Ok, et merci. Alors, on a parlé de bonnes pratiques, je vous ai fait faire l'exercice, mais pas de raison, comme à tous les autres. Quelle bonne pratique retenir de votre expérience ? On est aujourd'hui retransmis en streaming, on est très suivi en Afrique. Si d'autres centres hospitaliers en Afrique et puis ailleurs, dans d'autres pays peut-être, veulent s'inspirer de vos pratiques, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Alors moi, si je devais donner un conseil, peut-être en Algérie ou même ailleurs, pour ceux qui veulent déployer un DPI, c'est de miser aussi sur l'équipe qui est interne et la formation continue du personnel. C'est très important de le former, de l'accompagner de façon continuelle, avec un petit peu d'assistance. Et en interne, avec de l'assistance et puis en interne, c'était ça aussi, vous m'aviez dit. Vous aviez parlé aussi de progressivité, on va juste le reciter, mais le fait que c'était progressif, on l'a dit tout à l'heure, l'ordre logique et réfléchi, donc ça c'était un point important de votre témoignage, et puis pas faire durer trop la phase de coexistence entre le papier et l'outil informatique qui avait été un peu compliqué par moment, donc faire le grand saut, ça permet de développer plus vite. Vous confirmez ? Oui, ok. Vous avez parlé tout à l'heure de pitch, c'est une petite astuce. Bon, c'est un petit peu brutal, mais pour faire vraiment avancer les choses, parfois il faut enlever carrément le dossier papier et passer directement au dossier informatique. C'est un petit peu brutal, mais ça permet d'avoir un bon significatif. Mais on voit que quand même, donc j'apporte juste un complément en réfléchissant là, le fait que les chirurgiens aient trouvé de l'information dans le DPI au moment où ils y sont allés, puisque vous ne l'avez pas fait au début, donc ils avaient déjà beaucoup d'éléments, les premiers usages, et ils ont été déjà efficaces en fin de compte. On voit qu'avec le DMP, en France, c'est un peu aussi ce qui pose problème, c'est que quand on va dans le DMP et qu'il n'y a rien, je ne sais pas si vous avez essayé de créer votre DMP, l'année dernière on avait dit l'année dernière qu'on ferait, qu'on vérifierait si beaucoup de gens l'avaient créé dans l'année. Vous pouvez créer vos DMP. Donc j'espère que vous l'avez fait.
Mais en tous les cas, on sait que le fait que le DMP soit déjà alimenté avec de l'information, on avait évoqué avec les prescriptions médicales par le dossier pharmaceutique, qu'il puisse y avoir des liens, c'est important pour susciter l'intérêt des acteurs à s'y mettre, tout simplement. Est-ce que vous voulez apporter une conclusion? On peut peut-être prendre une question s'il y en a. Mais allez-y pendant que je regarde s'il y a des questions. Non, je pense qu'on a dit l'essentiel là. Stéphane, excuse-moi, il y a une question au fond de la salle. Oui. Juste pour rebondir sur un élément que vous avez mentionné tout à l'heure, ces problématiques d'interopérabilité. Donc en fait, excusez-moi, pouvez-vous vous présenter? Oui, donc je suis Carole Le Goff de l'Institut BICOM à Rennes et nous avons justement mené une première intervention, une implémentation mondiale d'un nouveau standard qui s'appelle DICOM Real Time Video avec le docteur Vincent Do également. Et je pense que ça, par rapport au collectif e-santé et le projet qui a été mené, les réflexions de problématiques d'interopérabilité, ce standard-là devrait résoudre une partie des problèmes, puisqu'il permettra à tous les équipements vidéo dans le bloc opératoire d'être interopérables. Voilà. Merci de ce commentaire. Est-ce que d'autres personnes souhaitent réagir sur Paris, sur les autres sites? Il y a une autre question à Paris. S'il y a des questions sur les autres... Oui, alors allez-y Nantes et puis on prendra la question sur Paris après. Oui, je vous ai envoyé une information via le chat, mais la personne qui est intervenue juste avant a répondu au compte. Je pense qu'Emmanuel Cordonnier, qui est le patron fondateur d'ETIA, œuvre actuellement pour mettre en place ce standard international à travers IRT BICOM. C'est une étape préliminaire importante pour pouvoir demain déployer cette application à grande échelle. Merci de ce commentaire. Avec Emmanuel Cordonnier. Oui. Oui, à l'IRT BICOM, Emmanuel Cordonnier, oui, tout à fait. Merci de cette information. Je sais qu'il y a une autre question. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour, Pascal Grivel. Je représente la Conférence nationale de santé. Donc, vous avez eu l'intervention de la ministre, Madame Buzyn. Et donc, elle nous a peut-être pas parlé de la Conférence nationale de santé. C'est Dominique Pont qui est intervenu ce matin, mais il nous a parlé de beaucoup de choses. Allez-y. D'accord. Alors, je voulais vous dire, pour rebondir sur ce qu'a dit M. Bertolino, qu'il y a un groupe de travail littératie qui s'occupe des questions de traduction. Et c'est le professeur Emmanuel Ruche qui suit ce dossier. Et sinon, vous pouvez envoyer des questions. Il y a une adresse CNS, Conférence nationale de santé, @centre.gouv.fr. Voilà. C'est noté, c'est enregistré. CNS. On va la redire. @centre, santé sans l'accent, .gouv.fr. Merci. Et c'est Monsieur Pascal Mélion-Chénin qui est secrétaire général. Voilà. Ben voilà, on fait de la mise en relation en direct, je vous l'avais dit. Merci. S'il y en a qui n'osent pas donner leur adresse mail à l'oral, ils peuvent nous envoyer leurs coordonnées. On fera les intermédiaires s'il y a des questions où vous souhaitez collaborer ou discuter avec des gens qui sont intervenus aujourd'hui. Merci. Fanny, est-ce que toi tu voulais réagir de ton côté? Est-ce que tu veux apporter des compléments ou est-ce que quelqu'un d'autre sur les autres sites souhaite le faire avant qu'on passe à la session suivante? Pour les compléments par rapport au collectif, en tout cas, c'est vraiment inviter les organismes à prendre possession de cette innovation qui est attendue par les professionnels, qui est voulue, et à se positionner sur le cadre réglementaire, juridique et notamment pour les financements qui pour l'instant n'existent pas, notamment pour les formations à distance. Pour avoir un cadre clair pour les professionnels. Merci Fanny Guy-Révol du CATEL. Merci Monsieur Bertolino, merci Tizi Ouzou, et on vous suivra l'année prochaine sur les suites des évolutions. Vous nous tiendrez informés.